Bonjour, nous sommes au deuxième jour du Congrès international sur la médiation dans la ville d'Angers. Nous sommes de la direction du magazine Intermédiaire, Marion, Et Joël. et nous recevons aujourd'hui Jacques Fagé, qui est chercheur au CNRS. Vous participiez tout à l'heure, vous allez participer à une séance sur la médiation citoyenne. Et donc aujourd'hui, dans le climat actuel, on sait tous qu'il y a des tensions et la médiation est tout à fait presque aujourd'hui salutaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et en quoi elle peut être un atout et une opportunité? Alors, quand vous dites la médiation est salutaire, elle n'est pas salutaire dans tous les cas de figure. Bien. Parce que la fonction de la médiation n'est pas du tout d'occulter les conflits et de les résoudre, c'est de permettre de mettre en place des canaux de communication entre des gens qui ne se parlent plus. Et donc, pas forcément de résoudre les conflits, mais que les gens s'entendent dire des choses qu'ils ne savent pas écouter par d'autres moyens habituels, notamment par les médias ou dans le Parlement, etc. Donc en France, on a effectivement une façon, par exemple, de gouverner la société qui est extrêmement verticale et qui est peu à l'écoute des revendications sociales et des problématiques des personnes, si bien qu'on a tendance à dramatiser tous les mouvements sociaux, parce qu'en fait, ils s'originent dans la construction du pouvoir telle qu'elle est faite dans la Ve République, de façon extrêmement verticale et sans participation citoyenne. Et le mécanisme de la démocratie représentative, avec la crise de légitimité des élus aujourd'hui, ne fonctionne plus suffisamment pour garantir des espaces de débat démocratique. Et donc il y a une revendication plus ou moins rationnelle de démocratie directe ou de démocratie participative de tous ces mouvements qui se révoltent. Alors ça peut être les gilets jaunes, ça peut être le mouvement des retraites, enfin bon, mais ça peut être aussi d'autres types de revendications à l'occasion. Et on n'est pas sorti de cette dynamique-là. D'autres choses vont se passer. Tant qu'on n'aura pas changé notre mode de gouvernance, d'autres choses vont se passer. La propension des pouvoirs politiques aujourd'hui, c'est de passer en force. Et si on ne peut pas passer en force, éventuellement on négocie, la médiation n'étant pas la négociation. Parce que la négociation, on négocie sur des choses qui sont préconstruites. Alors que la médiation, c'est la co-construction de la décision. Donc c'est pas du tout le même type de Oui. Mais justement, de comment on logique. crée ces espaces-là? Alors, pour créer ces espaces-là, je ne suis pas sûr qu'il suffise d'organiser des grands débats publics comme on l'a fait récemment, sachant que de toute façon, il n'y avait pas... ils n'étaient pas représentatifs de l'ensemble de la population dans leur composition, et d'autre part parce qu'il n'y avait aucun pouvoir de décision de ces instances. Donc il faut absolument... Alors, il se passe quelque chose pour l'écologie en ce moment avec cette assemblée de citoyens, de 150 citoyens qui travaillent sur l'écologie. Le gouvernement a dit qu'il prendrait en considération les préconisations qui sont faites par cela. Ça pourrait ressembler à de la médiation si effectivement ça débouche sur des décisions concrètes qui seront suivies par le gouvernement. Si ce n'est pas le cas, ça ne sera qu'un gadget de plus qui mimera la démocratie participative, mais qui n'en respectera pas les fondements. Qui dit médiation, en fait, dit co-construction, Absolument. co-création. Ah ben, il faut que les gens soient acteurs. Je dis toujours que les gens doivent être leurs propres législateurs. Ils doivent effectivement tricoter des réponses à leurs besoins en fonction de leurs intérêts particuliers ou personnels ou collectifs. Et donc ça suppose effectivement une participation directe à la prise de décision, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Et ce qui n'est pas le cas non plus dans les médiations où finalement les médiateurs manipulent les médians ou les médiés, suivant qu'on les appelle. Ça arrive, ça? Oui, bien sûr que ça arrive. Il y a des médiateurs beaucoup plus directifs et des médiateurs assez non directifs. Dans le modèle américain, le médiateur est relativement directif. Je dis bien relativement. Mais le modèle le moins directif, c'est probablement le modèle transformatif. Donc, en fait, quand on parle de médiation, on parle de choses très différentes parce qu'il y a des modèles de pratique qui ne sont pas les mêmes partout. D'abord, selon les pays, et puis ensuite même, suivant les cultures des gens qui font de la médiation.
Tous ceux qui viennent du droit ont des pratiques plus directives, toutes les recherches le montrent. Ceux qui viennent de la psychologie, du social ont des pratiques plus non directives. Ça, c'est une culture qui s'est construite au fur et à mesure de leurs expériences et de leurs acquisitions de savoir, quoi. Mais C'est vraiment très culturel. tout ça, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'organiser des colloques comme celui-ci où ces gens qui viennent d'horizons différents puissent se rencontrer. Il y en a très peu, en fait. Je participe à beaucoup de colloques. Il y a beaucoup de colloques spécialisés qui touchent des populations spécifiques et où tout le monde partage à peu près la même vision du monde. Ici, il y a des gens qui viennent d'univers extrêmement différents, qui ont des pratiques très hétérogènes. Et il me semble que c'est intéressant qu'ils s'entendent et qu'ils s'écoutent réciproquement. De la part de médiateurs, c'est le moins qu'on puisse espérer, c'est-à-dire qu'ils s'écoutent. Mais bon, c'est pas sûr qu'ils le fassent toujours. Hein. On a tous à s'apporter quelque chose. Ah oui. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Hein. Vous, en tant que chercheur, ce serait intéressant d'avoir votre avis, pour voir comment on peut... Parce que c'est une histoire de culture, comme vous dites. On n'est pas habitué, c'est le pouvoir, la verticalité. Comment on peut, en fait, amener les gens à se parler, à dialoguer plus, à créer des espaces de dialogue, tout simplement. Tout commence à l'école. On a des populations qui sont captives. Et donc, il faut profiter de cet espace de socialisation formidable qu'est le système scolaire pour les initier à des pratiques démocratiques. Alors, ça veut dire, très simplement, leur apprendre à porter une parole qui soit audible. C'est-à-dire, au-delà des invectives et des affirmations péremptoires, essayer de leur apprendre à construire une parole qui soit entendable par l'autre. Ensuite, deuxième étape, leur apprendre à écouter la parole de l'autre, ce qui n'est pas simple. Et nous ne sommes pas sûrs de le faire très bien tous les jours dans nos vies personnelles. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on y arrivera toujours, mais en tout cas, déjà, commencer par apprendre ce savoir-être au-delà de l'apprentissage des fondamentaux, lire, écrire, compter, mais ce savoir-être me paraît absolument fondamental parce que, alors ça ne veut pas dire apprendre tout de suite la médiation, ça veut dire simplement apprendre à devenir citoyen en portant une parole, en écoutant la parole de l'autre et en apprenant à coopérer à travers des exercices, des jeux de rôle. C'est très facile à mettre en place, il y a des expériences déjà qui se font. Apprendre à coopérer, c'est-à-dire à travailler ensemble à la recherche d'un modus vivendi ou d'une solution à un problème, et pour qu'ils découvrent que finalement c'est vachement agréable de travailler avec des gens et de ne pas décider tout seul de façon autoritaire. Et je crois que ça commence par là. Après, nous, comme ça n'existe pas vraiment dans la pédagogie quotidienne de la plupart des établissements, on a développé avec mon association mais on n'est pas les seuls, il y en a plusieurs en France, des médiations par les pairs, c'est-à-dire par les élèves, pour les conflits qui concernent leur communauté. Et on s'aperçoit, alors, c'est un cheval de Troie, hein, la médiation par les pairs, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas avouer, mais qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'on vise à transformer les logiques verticales et autoritaires des établissements scolaires. Mais on ne peut pas le présenter comme ça. Donc on enrobe ça sous des aspects plus généraux du type lutter contre la violence, pour assurer la participation des élèves à la vie de l'établissement, des choses comme ça. Mais en fait, c'est une cure de citoyenneté que l'on propose à partir de petits problèmes de la quotidienneté qu'on a tous ressentis quand on était scolarisé. L'accès à la table de ping-pong, parce qu'il n'y a que les grands qui s'en attribuent le droit et qui empêchent les autres de le faire. Les garçons qui regardent les filles pendant qu'elles vont aux toilettes, des petites choses comme ça. Et ça se travaille, il n'y a pas de petits conflits en fait. Tous les conflits sont intéressants à travailler. Et on peut effectivement croiser les regards, les réflexions des uns et des autres, soit dans des conflits interindividuels quand ça concerne que deux personnes, soit dans des conflits collectifs quand ça concerne des classes entières ou des groupes d'individus opposés les uns aux autres. Donc il y a un champ de possibles qui est absolument incroyable et qu'on n'a pas à creuser pour une raison très simple, c'est que l'éducation nationale en France n'a jamais voulu subventionner ce type de choses. C'est uniquement des mairies audacieuses qui ont, par le biais des financements de la politique de la ville, qui ont subventionné quelques actions par-ci par-là. Mais c'est du saupoudrage, c'est pas systématisé. Ça peut être aussi quelques directeurs d'établissement qui voilà, sont un peu quelques directeurs d'établissement.
Sauf que les directeurs tout seuls ne peuvent rien faire si la communauté éducative ne les suit pas. Parce qu'on a monté des tas d'expériences de ce type dans des établissements. Le directeur était d'accord, quelques enseignants étaient d'accord, mais pas tous. Et de fait, ça ne s'est pas pérennisé bien longtemps parce que la communauté n'était pas cohérente dans son soutien à ce type d'expérience. Et quels sont les blocages alors au niveau notamment des enseignants? Qu'est-ce qu'ils redoutent? Alors, de plusieurs ordres. Soit tout simplement la peur de la nouveauté, puis l'immixtion d'un regard extérieur sur le fonctionnement institutionnel qui ne fait pas plaisir à tout le monde pour des raisons qui leur appartiennent. Ensuite, de la part de certains personnels, la sensation d'être dépossédé de ce pouvoir de réguler les conflits qui finalement leur appartient. Et ils pensent qu'il faut garder de la verticalité plutôt que de tout négocier. Et puis, sans doute des conflits internes aux établissements entre les pour et les contre qui s'installent dans des préconstructions qui existent avant qu'on arrive, quoi. Enfin, je veux dire, entre les syndiqués d'un côté, de l'autre, Oui, les c'est un peu complexe, etc. C'est assez compliqué. Donc le premier travail à faire, c'est de convaincre tous les adultes, des personnels de service jusqu'au plus haut, le directeur d'établissement, de la pertinence de notre action et de s'assurer de leur coopération, avant même de commencer à avoir les enfants. C'est fabuleux, il y a beaucoup de travail à faire encore ouais, et on vous souhaite vraiment... Il faut une patience, c'est un travail sans espoir bonne de route repos. pour l'association Ouais. et merci beaucoup pour votre participation. Merci. À bientôt. Au revoir.